Le journal d'information présenté par Steve Nadjar. Bonjour Steve. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les après-midi pour balayer ensemble l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Vous pouvez également nous suivre en direct et en vidéo sur Facebook et YouTube. À la une, en ce vendredi 21 février, un coup de théâtre judiciaire en Israël avec l'ouverture d'une enquête contre l'ancienne société de Benny Gantz. La presse locale parle désormais de l'affaire 5e dimension. Et à 10 jours des élections, le leader de Kahol Lavan pourrait-il en payer le prix dans les urnes? Élément de réponse dans ce journal. Les élections législatives en Iran, les Iraniens votent aujourd'hui pour le renouvellement du Parlement, le Majlis. Les conservateurs sont annoncés comme les grands favoris alors que l'affrontement entre Téhéran et Washington bat son plein. Nous reviendrons également sur le premier cas de coronavirus en Israël, sur le limogeage par Donald Trump de son directeur par intérim du renseignement et sur la mort de Michel Charasse, l'ancien ministre du budget de François Mitterrand, avait 78 ans. Radio J. On démarre donc cette édition avec la politique israélienne, J-10 avant les élections générales du 2 mars. La motivation des Israéliens pour ce troisième scrutin en un an est toute relative. Les partis ont clairement le plus grand mal à capter l'attention de leurs électeurs qui semblent résignés devant le blocage de l'échiquier politique. Et le sondage publié aujourd'hui par le quotidien Israël Hayom et I24 News ne risque pas de les faire changer d'opinion. L'étude accorde 57 sièges au bloc de centre-gauche emmené par Kahol Lavan, associé à la liste arabe unie, contre 56 mandats pour le bloc de droite. Alors dans le détail, Kahol Lavan obtiendrait 36 sièges, le Likoud 33, suivi par la liste arabe unie qui raflerait 13 mandats. 3 partis occupent la 4e place ex aequo dans ce sondage avec 8 sièges. L'Union parti travailliste Gesher Meretz, Yamina de Naftali Bennett et le parti religieux séfarade Chasse. Une nouvelle fois, Victor Lieberman apparaît comme le game changer avec ses 7 sièges potentiels. Mais sur le fond, les équilibres généraux restent inchangés. Aucune majorité ne se dégage pour l'instant, ce qui accentue le risque d'une 4e élection dans quelques mois. Benjamin Netanyahou peut néanmoins se réjouir d'un autre chiffre révélé par ce sondage. 45% des Israéliens considèrent que le chef du Likoud est le meilleur candidat pour occuper la fonction de Premier ministre, contre 35% pour Benny Gantz. La tête de liste de Kahol Lavan qui est au cœur d'une affaire judiciaire aujourd'hui, celle dite de la 5e dimension du nom de son ancienne société. Un dossier qui a connu un rebondissement inattendu hier soir. Les explications en Israël de Daniel Haïk. Tous les quotidiens et les sites d'information se font ce matin l'écho plus ou moins largement du véritable rebondissement qui s'est produit hier soir dans l'affaire de la 5e dimension, la société de cybertechnologie qui fut présidée par Benny Gantz avant de déposer le bilan après avoir conclu un contrat juteux avec la police israélienne en dupant cette dernière sur son expertise et ses capacités. C'est le contrôleur de l'État, Yosef Shapira, qui avait publié un rapport sur les irrégularités dans le marché conclu entre la police et cette société. Hier, les journaux soulignaient que le parquet avait décidé d'ouvrir une procédure de vérification dans ce dossier, mais seulement après les élections du 2 mars. Ce qui avait déjà suffi au Likoud et à Benjamin Netanyahou pour fustiger Bleu-Blanc et son chef de file, Benny Gantz. Hier soir, c'est le nouveau procureur d'État par intérim, Dan Eldad, qui a jeté un véritable pavé dans la mare juridique en Israël en annonçant sa décision d'ouvrir sans délai, donc avant les élections même, une véritable enquête pénale dans cette affaire. Et en soulignant que, comme la police est partie prenante dans ce dossier, eh bien, ce pourrait être la police des polices qui serait chargée en partie d'enquêter dans cette affaire. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, avait pris soin auparavant de préciser que Benny Gantz n'était pas du tout soupçonné dans cette affaire et que par conséquent, elle n'était pas de son ressort, ce qui a d'une certaine manière permis à Dan Eldad de prendre la décision d'ouvrir cette enquête judiciaire. Le Yediot Aharonot, qui consacre la moitié de sa première page à ce développement, cite des juristes du parquet qui accusent Dan Eldad d'être, je cite, un cheval de Troie au sein du parquet et qui rappelle qu'il a été nommé il y a quelques semaines à peine par le ministre de la Justice Amir Ohana, un homme très proche de Benjamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot nous indique que l'enquête dans ce dossier sera en fait placée plus directement sous le contrôle du patron du département des investigations 443. Donc c'est ce que nous annonce le Yediot Aharonot. Le Haaretz lui évoque cette affaire dans sa manchette et cite justement des juristes qui s'étonnent de la rapidité avec laquelle Dan Eldad
a ouvert une enquête. Cela ressemble à la justice turque, ont-ils affirmé. Le Israël Hayom, lui, annonce l'ouverture de cette enquête, mais bien plus discrètement que le Yediot Aharonot. Le quotidien indique qu'il a lui-même constaté au cours des dernières semaines que le parquet a traîné des pieds à propos de l'ouverture d'une enquête dans ce dossier. Et donc, le nouveau procureur général par intérim aurait apparemment décidé de prendre les choses en main. Ce que l'on ne sait pas, donc, c'est si cette initiative est venue de lui ou bien du ministre de la Justice Amir Ohana qui l'a nommé, ou même encore du ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan, qui est le ministre de tutelle de la police. Situation sécuritaire toujours tendue en Israël. Hier soir, c'est une attaque à la voiture bélier qui a visé des soldats israéliens dans la région de Benyamin, en Judée-Samarie. Le terroriste a été neutralisé par les forces israéliennes qui ne comptent pas de blessés. Ce matin, c'est une tentative d'attaque au couteau qui a avorté à Jérusalem. Une Palestinienne a tenté de poignarder un passant sur la promenade d'Armon à Natsiv. La terroriste a été heureusement neutralisée d'abord par des civils, puis par la police. L'incident n'a pas fait de blessés et la Palestinienne a été arrêtée. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé hier la construction de quelques 4000 unités de logement pour les quartiers sud-est de Jérusalem. Une mesure qui ne manquera pas de susciter des réactions, comme à chaque nouveau chantier dans l'est de la capitale israélienne depuis la guerre des 6 jours. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Période électorale ou pas, l'annonce de construction de logements à Jérusalem est toujours un sujet sensible. Benyamin Netanyahou a donc autorisé le lancement de 2 chantiers d'envergure, celui d'un quartier supplémentaire à Har Homa et celui d'un nouveau quartier à Givat Hamatos. Il s'agit de 2 zones situées à l'extrémité sud-est de Jérusalem, c'est-à-dire dans des territoires annexés à la suite de la guerre des 6 jours. Givat Hamatos se trouve au sud du quartier arabe de Bet Safafa. Har Homa est encore plus au sud, après les quartiers arabes de Tzurbacher et de Touba. Et si l'on continue encore vers le sud, l'agglomération la plus proche est la ville palestinienne de Bethléem. Har Homa a été fondée en 1997, après plusieurs tentatives d'urbanisation qui avaient échoué. C'est finalement sous le premier gouvernement de Netanyahou que le projet s'est concrétisé. À l'époque, il avait déclenché des émeutes et des tensions avec l'autorité palestinienne. 10 ans plus tard, l'extension du quartier autorisée par le gouvernement d'Ehud Olmert avait aussi provoqué des frictions avec les États-Unis, mais Israël avait tenu bon en affirmant que la construction à l'intérieur des limites municipales de Jérusalem n'était pas négociable, d'autant qu'une partie de ces terrains aurait dû se retrouver sous contrôle israélien selon le plan de partage de 1947. Seulement, en autorisant l'urbanisation de Har Homa, le gouvernement israélien coupait toute continuité territoriale entre les quartiers arabes du sud de Jérusalem et la ville palestinienne de Bethléem, ce qui a d'ailleurs été la politique constante des gouvernements israéliens depuis 1967. Il faut rappeler qu'après la guerre des 6 jours, les limites municipales de Jérusalem avaient été étendues au nord jusqu'à Ramallah et au sud jusqu'à Bethléem. La capitale israélienne devenait ainsi une zone tampon qui isolait l'un de l'autre le nord et le sud de la Cisjordanie, c'est-à-dire la Samarie de la Judée. À l'intérieur de ce périmètre se trouvaient, outre la ville occidentale juive, la vieille ville et les quartiers arabes limitrophes, d'importantes zones inhabitées et des villages arabes qui sont donc devenus des quartiers de la ville. Jérusalem a donc toujours constitué une position stratégique avant même le début du processus de règlement du conflit israélo-palestinien, et comme avant l'indépendance où il s'agissait de peupler en priorité les limites géographiques du futur État d'Israël, dès le début des années 70, le gouvernement israélien a veillé à édifier des quartiers juifs sur les nouvelles limites municipales de Jérusalem, telles que Gilo ou Pisgat Ze'ev, de façon à conserver le contrôle géographique mais aussi démographique de la ville, en annonçant la construction de 2200 unités de logement à Har Homa, de 3000 unités pour Givat Hamatos, mais aussi de 1000 logements pour le quartier arabe voisin de Bet Safafa. Benyamin Netanyahou poursuit la même politique, mais il reconnaît aussi implicitement qu'il l'avait freiné depuis 10 ans, probablement pour ne pas provoquer son allié américain. Pascal Sunshine depuis Jérusalem. On marque tout de suite une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de votre journal, avec notamment au sommaire les élections en Iran. La suite du journal d'information présenté par Steve Nadjar.
Nous en avons parlé lors de la première partie du Journal Magazine. L'actualité politique en Israël est très dense, et évidemment à quelques jours du scrutin du 2 mars. Et les suppléments du vendredi de la presse locale regorgent d'analyses et d'opinions sur le climat électoral ombragé. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Qualita. Dans son supplément de Shabbat, le Israël Hayom a interrogé Ayelet Shaked qui affirme qu'elle préfère un gouvernement de droite avec les orthodoxes plutôt qu'un gouvernement d'union avec bleu-blanc. Autre interview dans ce supplément, celle de Nitzan Horowitz, le leader du parti Meretz, qui n'écarte pas l'option de siéger dans un gouvernement aux côtés d'Avigdor Lieberman. Et ce matin, le Yediot Aharonot nous offre en première page des extraits des principaux éditoriaux que l'on peut lire dans le supplément politique du Shabbat. Nahum Barnea se penche sur ces élections et constate que si dans le passé, le scrutin électoral était une véritable fête de la démocratie israélienne, cette fois on peut palper le mépris, écrit-il, la colère et la déception des électeurs israéliens pour leurs élus et pour le système. Des sentiments qui traversent tous les partis, affirme Nahum Barnea, qui critique aussi Benny Gantz, à qui il reproche de manquer de punch et de volonté de remporter ces élections. Sima Kadmon, elle s'intéresse au lendemain des élections. Elle affirme qu'au Likoud, on est persuadé que la seule option pour former un gouvernement d'union après le 2 mars, c'est que Netanyahou renonce à être le premier au poste de Premier ministre. Et de se demander alors quelle fonction Benjamin Netanyahou pourrait remplir dans un tel gouvernement puisque la loi lui interdit d'être ministre. Amit Segal, lui, constate des signes d'épuisement, non pas seulement au Likoud, mais également à Bleu-Blanc, où l'on a le sentiment qu'installer Benny Gantz dans le fauteuil de Premier ministre est un défi bien plus complexe que celui d'empêcher une victoire de la droite. En manchette du Makor Rishon, ce matin, un titre important, à 10 jours des élections, Benny Gantz confirme son intention de former un gouvernement minoritaire et Haggai Segal, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire de la droite sioniste et religieuse, écrit ce matin à ce propos que l'idée d'un gouvernement minoritaire soutenu de l'extérieur par les partis arabes était inimaginable après les secondes élections, mais qu'au lendemain du troisième scrutin, cette option sera déjà bien plus réaliste et plus implantée dans les cœurs et dans les esprits des Israéliens comme seule solution véritable pour sortir de l'impasse. On poursuit avec le coronavirus. Il fallait s'y attendre. Le premier cas de contamination en Israël a été annoncé tout à l'heure par le ministère de la Santé. Il s'agit d'une des passagères du navire Diamond Princess. C'est la seule des 11 Israéliens rapatriés ce matin à avoir été diagnostiqués positifs par les médecins. Les autres passagers ont néanmoins été placés en quarantaine au centre médical Sheba à Ramat Gan, dans la banlieue de Tel Aviv. 4 autres Israéliens se trouvent toujours à bord du paquebot au Japon. En France, un 4e vol de rapatriés français a atterri vers 11h à Roissy en provenance de Chine. Ils seront placés également en quarantaine à Branville dans le Calvados. Pour rappel, l'épidémie a déjà fait plus de 2200 morts et l'inquiétude croît alors que de nouveaux cas ont été diagnostiqués en Corée du Sud et en Iran. L'Iran, justement, où ont lieu aujourd'hui des élections législatives. 58 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes, mais le taux de mobilisation pourrait être assez faible pour le renouvellement des 290 parlementaires du Majles, l'Assemblée iranienne. Les conservateurs sont clairement les favoris du scrutin. Ils devraient bénéficier des tensions actuelles entre Washington et la République islamique. Hier, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions financières contre 5 responsables du Conseil des gardiens de la Constitution, un organe dominé par les ultra-conservateurs. Une victoire des ultras au Parlement pourrait en tout cas affaiblir considérablement le pouvoir du président Hassan Rouhani, déjà en grande difficulté après l'échec de l'accord sur le nucléaire iranien et la crise économique dans le pays. Aux États-Unis, Donald Trump limoge son patron du renseignement. Selon les médias américains, Joe Maguire, qui occupait cette fonction par intérim, aurait pris la porte après avoir fait état au président le 13 février des risques d'une ingérence russe lors de la campagne électorale pour la présidentielle de novembre 2020 aux États-Unis. Son successeur est connu. Il s'agit de Richard Grenell, l'actuel ambassadeur américain à Berlin, est considéré comme pro-israélien et partisan d'une ligne dure contre l'Iran. Quelques espaces publicitaires tout de suite et on se retrouve juste après pour la dernière partie du journal. La suite du journal d'information présenté par Steve Nadjar. La mort de Michel Charasse, l'ancien ministre du budget de François Mitterrand, s'est éteint la nuit dernière à 78 ans. Connu pour son franc-parler et sa gouaille, il avait été nommé au Conseil constitutionnel par Nicolas Sarkozy, dont il s'était rapproché après son élection en 2007. Emmanuel Macron avait remis à Michel Charasse les insignes d'officier de la Légion d'honneur le mois dernier. 14h et presque 18 minutes, l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, l'édito de Serge Achdenberg. Étant en période préélectorale pour les élections municipales, les débats sont locaux.
Mais comme il faut bien parler de quelque chose à l'échelle nationale, alors des politicards ressortent des armoires les vieux marrons de ce genre de moment, et parmi lesquels, bien sûr, on trouvera tout ce qui concerne l'islam et aussi certains points du judaïsme. Ce serait dommage de rater une si belle occasion. Donc le hasard des dates, faisant bien les choses, ce 20 février, une page entière du journal Le Parisien était consacrée à l'abattage des veaux dans un abattoir de Dordogne. Ces bêtes étant destinées à différents marchés, le traditionnel, le halal et le kasher, et bien sûr, selon le type d'acheteur, les opérations d'abattage se font de manière différente. En ce qui concerne le kasher, elles se font d'après les prescriptions et sous la surveillance du rabbinat régional, je suppose. L'association L214 est à l'origine de cette dernière affaire de mauvais traitement à ces veaux, comme elle le fut pour d'autres animaux à abattre. Son objectif étant le bien-être avant la mise à mort. Le problème qui nous concerne, et les musulmans aussi, est que cette question qui touche directement les fondamentaux de ces religions a toujours comme conclusion qu'il faut interdire les abattages rituels. Ce n'est pas la première fois que j'en parle ici. Il y aura tout de suite après le soutien aux animaux, un défenseur des petits garçons nouveau-nés juifs qui, afin qu'on s'y oppose, rappellera la cruauté des pères qui font circoncire leurs petits garçons. Les termes de l'addition sont toujours les mêmes une fois de plus. Circoncision plus abattage rituel égale fichez le camp d'ici, circulez, il n'y a plus rien à voir pour vous. Je rappelle aux auditeurs et lecteurs chrétiens que le juif Jésus fut circoncis le 8e jour de sa vie et que dès qu'il fut en âge, il mangea kasher. Je n'ai pas encore lu ou entendu le pape suggérer de modifier ces deux aspects de la vie de Jésus, vénérés du Vatican jusqu'en Dordogne. Quant au confort des porcs dans les fermes, le jour où l'on saigne le cochon, il faut vraiment mieux ne pas y assister ou y penser. L214 préféra ne pas en parler, comme elle le fait si bien quand il ne s'agit pas d'abattage rituel juif ou musulman, à moins qu'elle accepte ce rite du cochon et qu'elle le dise. Le président Macron s'élève contre le séparatisme communautaire, sous-entendu musulman. Permettez aux Juifs de leur côté de s'opposer fermement au séparatisme républicain. Bonne journée, à vendredi prochain. C'est la fin du journal Magazine. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info sur Radio J à 15h. Le journal Magazine revient lui lundi à 14h. Bon pied, bon oeil.